si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence Max. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le Bumpman. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Pas ça, Zinedine. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année tout court et bienvenue au Ciné Sporting Club. Bonjour Romain. Bonjour Fabien, bonjour à tous et effectivement joyeux Noël à tous. Le cinéma pour enfants n'est pas une échappatoire, c'est une invitation à rêver avec sincérité et à explorer des mondes qu'ils construiront un jour. Ce point de vue du grand réalisateur de la nouvelle vague française, François Truffaut, nous démontre bien son affection pour le jeune public. Il l'a transmise d'ailleurs à d'autres réalisateurs qui suivront son conseil, notamment un certain inconnu, Steven Spielberg. Je vois pas. En tout cas, en ces temps de fête de fin d'année, certains vont pratiquer des triathlons thérapeutiques pour encaisser les repas de famille, tandis que d'autres vont préférer le film sous plaid. C'est une discipline pas encore olympique, mais dotée d'une puissante fédération internationale. On peut faire les deux, cela dit. C'est pas incompatible. Alors on va vous épargner les films de Noël de l'après-midi, qui ont déjà commencé à être diffusés depuis la fin de l'été sur M6. À peu près, oui. Parce que franchement, les films de Noël de sport, il n'y en a pas légion. Mais aussi parce qu'on est une émission laïque. Oui. Ouais. Donc on s'est plutôt concentré sur des films orientés jeunesse que vous pourrez déguster pendant les fêtes, entre deux orgies de bouffe, sans forcément piquer du nez. Les Anglais nomment les matchs qui se jouent juste après Noël le Boxing Day. Ah, le jour des boîtes, s'il te plaît, en Oui, français. pardon, excuse-moi. Eh bien cet épisode sera le Box Office Day. Ouh, ah oui. Ah, tu l'as cherché loin, celui-là. Et en plusieurs langues. Coin, 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 coin. Alors tu vas commencer Romain la série des films de sport où les enfants sont à l'honneur. Oui, tout à fait. Et je vais parler d'un film qui a énormément marqué mon enfance, et certainement pas uniquement la mienne. Oui. Et à défaut d'avoir marqué le 7e art, vous allez vite comprendre qu'il a laissé et laisse encore aujourd'hui une empreinte indélébile dans le monde du sport. Il s'agit des Petits Champions de Stephen Herek, une production Disney sortie en 1992. Alors, petit rappel du pitch du film, c'est un coach qui est joué par Emilio Estevez. Vous savez, c'est le frère de Charlie Sheen et donc fils de Martin Sheen. Oui, tout à fait. Mais qui a gardé son nom d'origine. Donc déjà, respect pour ça. Ouais, c'est clair. Bon, en même temps, c'est difficile de ne pas voir une ressemblance entre les trois. C'est les mêmes, ouais. Alors, autre parenthèse d'ailleurs, Estevez a été préféré à Bill Murray pour le rôle et à Tom Cruise pour sa capacité à allier humour et moments d'émotion. Ah, quand même. Ouais, bon, les deux cités, ils vont apprécier, Ouais. même si Bill Murray, plus tard, a prouvé le contraire. Voilà. Donc bref, je reviens au pitch du film. Donc c'est un coach, condamné pour conduite en état d'ivresse à des travaux d'intérêt général, doit purger sa peine en coachant une équipe de juniors de hockey vraiment mauvaise. Vous vous en doutez, il va en faire une équipe plus que soudée, tirant le meilleur de chaque gamin, et ce jusqu'au sommet de la Ligue junior. Alors j'affectionne ce film déjà par nostalgie, vous l'aurez compris. Oui, Je l'ai un peu soudé quand j'étais mioche, je pareil. pense que toi aussi, ouais. Mais aussi parce qu'en creusant un peu, avec un regard adulte, et surtout maintenant qu'on a bien fait un premier tour des questions autour de ce qui définit un film de sport, eh bien ce film coche beaucoup de cases de ce genre, pour ne pas dire toutes les cases en fait. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. Alors par exemple, le scénario, on coche les cases des films de coach, de rédemption et d'esprit d'équipe que nous avons évoqués lors de notre épisode 2 sur les scénarios justement. Et vous l'avez entendu dans le pitch, on a encore un coach à la dérive professionnellement et personnellement, alcoolique, antipathique, tricheur même. Ouais. Et en bon film Disney, quoi de mieux qu'une bande de gamins pour nous remettre dans le droit chemin. Alors au départ réticent, même révolté, Gordon Bombay, donc c'est le nom du coach, va donc apprendre de ses poulains que l'un des secrets du succès en sport, c'est l'esprit d'équipe. Allant même jusqu'à nommer l'équipe les Ducks, les canards donc, car un canard ne vole jamais seul. C'est Fabien, beau. ouais, Fabien, j'ai vu, t'as versé une petite larme. Je suis un peu ému là. Donc c'est clairement cette valeur du sport qui est honorée dans ce film. Et puisqu'on parle de valeur, donc l'équipe, elle reprend un peu les clichés de films pour enfants. Donc on prône l'inclusion, l'égalité filles-garçons, avec un côté très manichéen propre à Disney. Ouais, pour pouvoir
facilement s'identifier, quoi. Voilà, exactement. D'ailleurs, on s'identifie à chaque enfant, puisque Oui. chaque enfant a son caractère, son physique. Ça va de l'esprit torturé un peu badass, en passant par la brute gentille, jusqu'au gamin un peu scatologique relou. Ouais, tu vois. c'est clair. Donc on a une équipe qui paye pas de mine, avec des enfants qui au départ ne tiennent même pas debout sur des patins, avec un joli maillot bariolé, et où l'important c'est de s'amuser ensemble. Et cette équipe, donc, elle est opposée à une équipe rivale, donc en maillot noir forcément, Bien hein, entendu. composée de vilaines brutes antipathiques, et un coach plus obsédé par le succès et l'argent que par les relations avec ses joueurs. Les gentils contre les méchants, quoi. Hein. On n'a pas réinventé quoi que ce soit là. Voilà. Donc ensuite, on apprécie beaucoup que les scènes sur la glace soient très nombreuses dans le film, que le hockey ne manque pas, et que ce soit en entraînement, dans la vie privée ou en compétition, évidemment. Donc les scènes de hockey, elles sont rythmées, généreuses, les gestes et les situations très proches de ce qu'on peut voir dans ce sport, même les bagarres générales d'ailleurs. Les classiques. Voilà. Donc pour le côté authentique des scènes de sport d'ailleurs, il faut savoir que la plupart des enfants qui jouaient dans le film n'avaient jamais joué au hockey auparavant, ni même patiné. D'accord. Ils ont dû suivre un camp d'entraînement intensif de plusieurs semaines pour apprendre les bases du hockey sur glace avant le tournage. Classe. Alors autre lien que les petits champions peuvent entretenir avec le sport, Fabien, tu sais que les productions Disney sont toujours un peu opportunistes. Non, arrête. Ah si, je te jure. C'est pas sérieux. Donc en fait, l'idée du film a émergé après un regain d'intérêt de la population nord-américaine pour le hockey sur glace au début des années 90, et ce notamment grâce à l'apogée d'une légende de ce sport, le Canadien Wayne Gretzky, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de GOAT, même si ce terme a tendance à me gonfler. On a marre un peu à toutes les sauces là. Donc pour résumer la simple mais efficace méthode Disney, dis-moi ce que les gens aiment et je t'en fais un carton au box-office. Alors, on retrouvera ça d'ailleurs dans un autre film dont on va parler plus tard Oui, dans l'émission. dans plein d'autres films, mais notamment dans le film dont Dans on va celui-ci. parler plus tard. Ouais. C'est ça. Donc là, on a clairement un film qui se veut autour du hockey, du sport même, car c'est ce que les gens de l'époque demandaient finalement. Et ce n'est pas pour autant le lien le plus fou qu'on peut faire entre le sport et le cinéma avec ce film. Ce qu'il y a de plus dingue, c'est que le succès qu'il a rencontré à sa sortie a totalement influencé le hockey même. Car l'entreprise Disney, basée en Californie et voyant la popularité de ses petits champions, a ensuite carrément décidé de créer une franchise, une équipe professionnelle de hockey qui a directement intégré la NHL. Ça, c'est incroyable. Voilà, à gros coup de dollars. Hein, Oui, il vous faut un en peu de doutez, budget quoi. pour ça, c'est sûr. Donc vous la connaissez cette équipe et vous connaissez le logo, Et il oui. s'agit évidemment des Mighty Ducks d'Anaheim. Ah ouais, c'est même le titre anglais du film. Oui, les Mighty Ducks, Mighty tout à Ducks, fait. ouais. Et donc dans Anaheim, qui se situe dans la banlieue de Ouais. Los Angeles, là où étaient basés donc les studios Disney. Eh oui. Et oui, les Ducks, vous le voyez, ce logo là, ce masque de hockey en forme de tête de canard. Ouais, on le quoi. connaît tous, ouais, Voilà. c'est vrai. Donc là, on a carrément un cas unique de film de sport dont le succès a donné naissance à une véritable équipe professionnelle et même à une marque. Hein. Vous avez tous en tête un t-shirt ou une casquette qui arbore ce fameux logo, quoi. Ouais, bien sûr. Et après des années à tutoyer le fond de tableau, elle va tout de même par la suite faire des finales de la fameuse Stanley Cup et remportera même le Graal en 2007. Donc voilà, c'est ouf, et tout ça, n'empêche, grâce à un film de sport pour enfants. Incroyable. Alors, je vais continuer dans les sports US et dans les champions aussi, avec le Gang des champions, en VO The Sandlot, de David Mickey Evans. Quand on voit sa filmographie, on se dit qu'Evans, il a 3 passions dans la vie, le baseball, les animaux et l'enfance. D'accord. Je te rappelle, c'est lui qui a fait Ed. En tant que bah non, scénariste, je le tu savais sais, pas. le film dont on a parlé avec Matt Leblanc qui joue avec un singe, pardon. Un faux singe. Un ouais. faux singe, voilà, un animatronique. Et voilà, quand on avait parlé de trauma, c'était pour nous, mais aussi pour ce Pour pauvre lui, Matt Leblanc. ouais. visiblement, Voilà. oui. Il a aussi fait The Final Season, qui parle aussi de baseball, et les 2 derniers Beethoven. Tu D'accord. sais, alors voilà, pas Oui, pas la celui, bio, non, voilà, pas le avec- compositeur, quoi. Non, celui avec le Saint-Bernard. Ouais. Et donc, un film qui réunit tout ça, Le Gang des champions. Et en passant en revue toutes les notes de ses œuvres, c'est sûrement sa meilleure création. Ouais, c'est dire. Et pour de bon, parce que le film est vraiment sympa. L'action se déroule début des années 60. On y suit l'arrivée de Scotty dans un nouveau quartier bien ricain comme on les aime. Alors au début, il se fait bully, c'est l'expression, par tous les gamins du coin. Mais il s'intègre grâce au baseball, que nos joyeux bambins pratiquent sans relâche sur un terrain plus ou moins en friche, sandlot. Donc ça veut dire terrain sablonneux. D'accord. Alors c'est plutôt marrant, il leur arrive pas mal de péripéties, ça se bagarre, ça se fait des coups en douce, bon voilà, le quotidien de la bande de gamins avec tous les archétypes que tu disais un peu avant pour le film pour enfants, le chef de bande, le gros, le comique, le binoclard, Ouais, voilà. On s'identifie à au moins l'un d'eux. Complètement. Alors, comme souvent avec les films de baseball, tout semble évident pour nos petits États-Uniens, mais je souhaite bon courage aux parents européens pour expliquer les règles de ce jeu à leur charmante tête blonde, lorsqu'ils mettront le film le 25 décembre en début d'après-midi.
Alors, l'intrigue change de cap lorsqu'il arrive à la bande ce qui nous est hélas tous arrivé dans notre enfance, la balle qui est envoyée malencontreusement chez le voisin taré du coin. Ah, le fameux voisin. On en a tous un. Ah, mais complètement. Ouais. Alors moi perso c'était une vieille qui nous balançait des seaux d'eau. Mais je parle du seau d'eau, l'objet quoi, hein, carrément, pas l'objet, l'eau. Voilà. Pour nos champions, le vieux voisin il possède un chien qui aurait fait fuir Cujo. Tu sais, c'est le chien maléfique de Stephen King, la queue entre les jambes quoi. Alors cette mésaventure sera alors l'occasion pour le gang d'user de toutes les ruses possibles pour récupérer leurs précieuses balles. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce fameux chien, donc Oui. la bête, hein, puisque c'est son nom dans le film, C'est ça le nom. c'est un véritable mastif anglais sur certaines scènes, et qui pourrait être encore plus terrifiant avec une doublure animatronique. C'est ça. Visiblement, il aimait bien les animatroniques d'animaux aussi. Oui, le là réalisateur. il s'était permis. Et la réaction des gamins face à la bête, justement, elle est authentique, puisqu'ils ont activé l'animatronique au moment du tournage de la scène. Quoi. Pour saisir du réalisme. Voilà. Quoi. Donc à partir de là, on se retrouve un petit peu dans les Goonies, avec un mélange de Maman j'ai raté l'avion qui se retrouverait dans Les Petits Champions. Alors c'est agréable, les gags sont réussis dans l'ensemble et ça se regarde sans peine, hein, même aujourd'hui quoi. Pas comme les deux successeurs, hein, parce que oui, hein, le petit succès du premier, il a forcément donné envie aux producteurs de remettre ça et plus de 10 ans après. Classique. Alors comme souvent avec les suites, hein, voilà, cette initiative a été pas franchement nécessaire quoi. Il n'a pas non plus marqué mon enfance comme ça a pu être le cas des Petits Champions, puisque en le regardant pour préparer l'épisode, je me suis rendu compte que je l'avais vu. D'accord, ouais, voilà. tu t'en souvenais pas quoi. Mais bon, c'est le bon film d'aventure de gamin, on peut tous s'identifier, et même si on pipe rien au baseball. Quoi. Le sultan de la balle. Le roi du terrain. Le colosse du bâton. Colosse du bâton. Babe Ruth. Le grand Bambino. Smalls. Babe Ruth a été le plus grand joueur de baseball de tous les temps. Cette balle que t'as envoyée à la bête, elle vaut bien plus que ta vie, Smalls. Je vais vous parler d'un autre film devenu cultissime, et notamment d'un geste dont il est issu et qu'on a tous reproduit, donc sans mal, hein, dans les cours de récré, en tout cas pour ceux de notre génération. Alors si je te dis, Fabien, le coup de pied de la grue, tu penses à... Karate Kid, bien sûr. Eh oui, Karate Kid, le premier du nom, sorti en 1984. La belle année. Eh oui. Et réalisé par John Avildsen, à qui on doit un autre film culte de sport, de combat, et pas des moindres, Rocky. Oui, quand même. Pour lequel il a reçu un Oscar, hein, ne l'oublions pas. La classe. Alors, rappel de l'histoire de Karate Kid, assez simple, hein, avec une structure de scénario vue et revue. Hein. Oui. Daniel, donc le personnage principal, est joué par Ralph Macchio. C'est un jeune garçon qui emménage avec sa mère à Los Angeles, et l'intégration à son nouveau lycée ne se passe pas super bien. En effet, le petit nouveau se fait harceler et subit la brutalité de Johnny Lawrence, qui est joué par William Zabka, et de sa bande, surtout lorsqu'il jette son dévolu sur une cheerleader, Ali, ex-petite amie de Johnny donc. La cheerleader. Donc ce dernier, Johnny, il pratique le karaté au dojo Cobra Kai et prend plaisir à casser le joli petit minois de Daniel. Alors heureusement, Daniel, il s'est lié d'amitié avec un vieux maître du karaté immigré japonais, Monsieur Miyagi, joué par Pat Morita, qui a tout de même eu une nomination aux Oscars pour son rôle. Oui. Alors c'est son voisin et concierge, et il le sort d'une mauvaise passe à un moment en corrigeant les vilaines brutes. Et il décide d'enseigner à Daniel son art martial comme arme d'autodéfense. Il va même passer un marché avec le méchant maître du dojo Cobra Kai, qui pratique un karaté plutôt basé sur l'agressivité, hein, vous l'avez compris, en proposant que les deux jeunes règlent leur compte lors d'un tournoi d'art martial. Normal. Alors, à partir de là, Daniel va suivre un entraînement pour le moins atypique. Hein. Monsieur Miyagi lui demande surtout de faire des tâches ménagères, laissant un peu notre Daniel-san plutôt perplexe. Voilà, l'escroquerie, quoi. Mais évidemment, toutes ces tâches seront en fait un moyen d'accroître ses compétences en karaté, notamment pour la mémoire musculaire. Vous y penserez la prochaine fois que vous laverez votre voiture ou que vous repeindrez un mur. Oui. Il va par la suite quand même, et heureusement, lui apprendre quelques techniques de karaté, hein, faut pas déconner, sur le principe que l'art martial consiste à trouver un équilibre entre corps et esprit. Il était là le lien. Oui. Puis arrive le tournoi et la fameuse séquence du coup de pied de la grue, geste qui a été spécialement créé pour le film et n'existant dans aucun autre art martial, évidemment. Et il a été ajouté à la séquence au dernier moment d'ailleurs. Petite impro. Donc je parle pas du dénouement évidemment, puisque bon, je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout ça. Hein. Il faut savoir qu'à la base, Charlie Sheen, Sean Penn ou Robert Downey Jr. étaient pressentis pour jouer Daniel, mais ils ont refusé le rôle carrément, et Ralph Macchio l'a finalement obtenu, notamment pour son côté juvénile. Et autre anecdote plutôt étonnante, le légendaire acteur Toshiro Mifune, acteur fétiche du grand réalisateur Akira Kurosawa, a auditionné pour le rôle du sensei Monsieur Miyagi. Et alors le truc le plus fou, c'est qu'il a été recalé carrément par le réalisateur, qui le trouvait bon évidemment très bon, mais trop sérieux et intimidant pour ce rôle. C'est étonnant.
Tout comme le rôle du sensei rival du Cobra Kai Dojo, qui à la base était écrit pour Chuck Norris. Wow. Ouais. Ça aurait été autre chose. Et celui-ci, donc, il a refusé le rôle car il voulait plus jouer le rôle d'un méchant et surtout représenter un dojo qui prône la violence. Ouais. Ça, c'est classe. Il a des valeurs. Et en plus, alors le film, il aurait pas été le même, hein, puisque de toute façon, rivaliser avec Chuck, c'est un peu signer son arrêt de mort. Ça aurait été un court-métrage. Ouais, clairement. Alors, ce qui rend le film plutôt authentique, sportivement parlant, c'est que Ralph Macchio ne pratiquait absolument pas d'art martial, tout comme son rival William Zabka, qui sont amis d'ailleurs ils sont amis dans la vraie vie. J'espère quand même. Mais bon, même si ce dernier, il avait des bonnes bases de lutteur. Quoi. D'accord. Et puisqu'on parle des acteurs, petite apparition marrante dans le film, parmi les jeunes du tournoi, on peut apercevoir un certain David Schwimmer. Mais non. Qui sera plus tard Ross dans la série Friends. Ah, faut le revoir juste pour ça. Alors le film il a eu un succès mondial inattendu et les inscriptions dans les clubs de karaté ont littéralement explosé partout dans le monde après sa diffusion. Là où il prend un statut de précurseur, c'est qu'il a apporté un regard neuf sur les films d'arts martiaux qui ont envahi les écrans pendant la décennie précédente, des années 70, notamment avec les films de Bruce Lee ou de Chuck Norris. Quoi. Oui. Et en effet, le kung-fu et le karaté, à l'époque, ils souffraient d'une image plutôt violente. Ils étaient considérés comme des sports d'attaque agressifs. On n'avait pas le droit de les voir, ces films-là. Non, c'est vrai, quand voilà, on était gamin. exactement. Ouais. Et Karate Kid nous montre une facette de ce sport plus douce, donc plus adaptée, comme je le disais, à des enfants, et plus philosophique et spirituelle aussi. Et beaucoup de films de genre vont suivre cette tendance après. Et c'est d'ailleurs ce qui est sous-entendu dans le film, avec l'opposition entre deux conceptions de ce sport diamétralement opposées. Alors, donc, vous le savez, bon, le film, après ça, a laissé place à une véritable franchise, avec des suites, des remakes, et même une récente série, Cobra Kai, qui réhabilite carrément le méchant Johnny. Ok. Voilà. Alors, je vous laisse vous délecter de tout ça, pendant que moi, je vais essayer d'imiter Monsieur Miyagi en attrapant des mouches avec mes baguettes. Oui, j'y arriverai un jour. Allez, courage. On revient sur un titre avec Champion. Oh, encore. Eh oui, parce que quand on est en panne d'inspiration pour traduire un titre, quoi de mieux que d'appeler Un champion en or un film qui s'appelle Believe, donc croire, voilà, en anglais. Et ça, c'est typique des adaptations françaises. Voilà, donc bon, on est d'accord, à partir de maintenant, je vais dire Believe, comme ça, ce sera plus simple. T'as raison. Donc Believe est un film anglais de 2013, réalisé par David Sheinman, et on va parler football cette fois. Et par football, j'entends vrai football, donc soccer. Parce qu'en déplaise aux Américains, appeler football un jeu où on tient le ballon à la main 99% du temps, c'est stupide. Et stupide, et en même temps, football, je crois que l'origine du mot football, c'est parce que le ballon mesure 1 pied de long. Donc rien à voir avec rien à voir. Voilà, c'est juste la taille du ballon en fait, le football. Bon, tu me l'apprends, voilà. Ok, je me ressaisis. Alors, j'arrête de m'énerver. Donc début des années 80 à Manchester, un jeune garçon un peu rebelle, Georgie Gallagher, alors on imagine que c'est un mix entre George Best, le joueur de foot, et frère Gallagher d'Oasis, voilà je pense. Donc il décide de participer à une coupe locale destinée aux gamins du coin. N'ayant pas l'argent pour s'inscrire, il vole le portefeuille d'un homme qui s'avère être Sir Matt Busby, l'autre entraîneur écossais légendaire de Manchester United, qui a uniquement été détrôné depuis par Sir Alex Ferguson. D'accord. Celui-ci retrouve le petit chapardeur et découvre son immense talent balle au pied, ce qui le décide à entraîner sa petite équipe de lads mancuniens. Alors vous chercherez ce qu'est un lads. Vas-y, apprends-moi parce que du coup... Alors lads, non, c'est un peu comme ça qu'ils disent les gamins un peu des rues en Angleterre, et notamment Angleterre du Nord, quoi, on va dire. Donc ces derniers ne reconnaissent pas la légende footballistique, qui est jouée d'ailleurs par Brian Cox. Et donc bon, la suite de l'histoire, on vous laisse imaginer. Alors le film il est vendu comme inspiré d'une histoire vraie, mais bon, même en cherchant, je sais pas vraiment ce qui est réel ou faux. Mais en même temps, tu as des personnages quand même qui sont tirés de la réalité. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, par exemple, Matt Busby existe, notamment ce qui est évoqué, c'est ces Busby Babes, qui étaient l'équipe de jeunes joueurs mancuniens qui l'a fait progresser à l'époque jusqu'au plus haut niveau et qui a permis de découvrir des Bobby Charlton ou Duncan Edwards. Voilà. Et qui sont très bien décrits dans le film d'ailleurs, tout comme le terrible crash aérien de 1958 dont a été victime une partie de l'équipe de Manchester United. Il y a eu 7 morts dans l'équipe, et même des blessés à vie après l'accident. Ça a été un traumatisme pour le club, voilà, aujourd'hui. Pour le club, pour la ville, même pour l'Angleterre. Et d'ailleurs, les flashbacks de Busby sont fréquents dans le film, étant donné que lui-même était présent dans l'avion et grièvement blessé. Okay. D'ailleurs, il hésitera longtemps à réentraîner après ça, mais il reviendra et avec de nombreux succès en plus par la suite. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il y a un très bon téléfilm britannique de 2011 qui s'appelle United et qui relate cette histoire qui a traumatisé tout le monde à l'époque.
Believe est un bon film, pour amateurs de foot ou non d'ailleurs, qui mêle bien sport, le drame social à l'anglaise, un classique, un peu d'humour british, et aussi un film pour enfants bien sûr, avec un beau message à la fin. Tout comme dans Looking for Eric, dont on a parlé, ou My Name is Joe aussi, donc c'est dans l'épisode 10, pleine lucarne, qu'on en parle, on y voit la place centrale du foot dans la société anglaise, et qui plus est dans le nord du pays, Manchester. Mais je crois que Manchester, on va continuer d'en parler. D'abord, tu laves toutes les voitures, ensuite lustrer. Pourquoi il y a besoin de les laver, ces voitures? Souviens-toi, accord, pas discussion. Oui, mais... Exécute. Main droite, lustrer. Main gauche, frotter. Lustrer, frotter. On va rester donc chez nos amis anglais et mancuniens avec un autre film sur le foot, Jimmy Grimble, de John Hay, sorti en 2000. Et comme on veut froisser personne au CSC, on va ici parler de l'autre club de la ville de Manchester, le rival Manchester City. En effet, Jimmy Grimble est un jeune garçon solitaire et réservé, supporter des Citizens. Alors il n'a pas la vie facile, c'est un peu la tête de turc de son école, il n'a pas d'amis, il se fait emmerder par des brutes, avec à leur tête son rival et talentueux Gorgeous Gordon, qui eux sont supporters de... Ah bah United. Eh ben oui, c'était vraiment trop bon. Je t'écoute. À ce sujet d'ailleurs, il faut savoir qu'au début des années 2000, Manchester City n'est pas encore le mastodonte de ces dernières années. À l'époque, il avait plutôt une étiquette de club de la loose, souffrant surtout de la comparaison avec le rival voisin qui au contraire gagnait tout. Début des années 2000, il gagnait tout. C'est clair. Donc ça ajoute au côté loser, outsider du personnage de Jimmy qui joue au milieu de ses camarades avec un maillot de Manchester City alors que tous les autres ont un maillot de United. Voilà. Donc le rêve de Jimmy, intégrer le centre de formation de Manchester City évidemment, et devenir un grand footballeur pour fermer les bouches et attirer les jolies filles. Le problème de Jimmy, vous l'avez compris, il n'a pas le profil du garçon qui a développé une grande confiance en lui. Du coup, ça se voit sur le terrain et il est condamné à cirer le banc de l'équipe de son école. Mais un beau jour, Jimmy se voit offrir par une vieille dame des chaussures magiques. Et non, ce ne sont pas des Predators ou le dernier modèle de la marque à virgule, mais bien des vieilles godasses en cuir pourri de l'époque où l'Angleterre gagnait des trophées internationaux. Ça remonte. Oui, c'est dire. Et avec ces chaussures, donc Jimmy va commencer à jouer de manière incroyable et se faire remarquer par l'entraîneur de l'équipe, qui est joué par Robert Carlyle, donc qui joue dans The Full Monty, Trainspotting, typique aussi acteur anglais. Et il va prendre Jimmy sous son aile et le conseiller pour devenir encore plus fort et aider son équipe à aller au bout de la coupe inter-école, dont la finale se joue à Main Road. Le stade de quel club? City. Et oui, enfin à l'époque. Avant qu'il soit à l'Etihad Stadium, effectivement, le Main Road, c'était le stade de City. Alors je vais pas vous dire si les chaussures de Jimmy sont vraiment magiques, mais vous avez une petite idée, j'imagine, car on a déjà vu plusieurs fois ce genre de scénario. Pensez à Dumbo et à sa plume magique. C'est ça. Est-ce qu'elle est vraiment magique? Le film est assez feel good, c'est un bon petit moment, une bonne comédie anglaise comme on en a vu foisonner dans les années 2000. Et bon, malheureusement, les scènes de foot, elles y sont très discrètes et elles manquent un peu de rythme ou de réalisme. Dommage. Alors on navigue surtout entre les déboires amoureux de Jimmy, de sa mère qui cherche à se recaser et de l'entraîneur blasé, donc qui est nostalgique de l'époque où il jouait au haut niveau. Donc c'est plutôt un film anglais à grosse dimension sociale, un peu comme celui dont tu parlais avant, à l'instar de My Name is Joe, Looking for Eric, ou même encore Billy Elliot. C'est un petit air. On dépeint une classe populaire ouvrière du nord de l'Angleterre qui galère, à l'image de ces jeunes qui rêvent de s'en sortir en touchant la balle. Et ici, vous l'aurez compris, le thème principal est plutôt basé sur la confiance en soi et la morale ne casse évidemment pas des briques. Mais c'est souvent le cas pour les films destinés au plus jeune public. On n'est pas sur du David Lynch ou du Nolan à un niveau réflexion. On se contentera plutôt d'un bon vieux poncif, crois en tes rêves. Alors, on pourrait faire le parallèle d'ailleurs avec un autre film qui reprend l'idée des chaussures magiques, car oui, c'est un peu un fantasme d'enfant finalement, les chaussures qui courent vite. C'est le film Magic Basket, ou Like Mike en anglais, qui est sorti en 2002, donc 2 ans après, avec Lil Bow Wow. L'enfant rappeur. En effet, bien, qui joue un gamin. Voilà, c'est ça. Qui joue un gamin qui trouve des chaussures réellement magiques cette fois, et qui vont le faire jouer Like Mike, donc comme Michael. Je vous dis pas quel Michael en basket. Je vois pas, non. Et le propulser en NBA où il va postériser et casser les chevilles de joueurs professionnels. L'occasion d'ailleurs de voir des légendes NBA de l'époque qui sont de la partie Allen Iverson, Dirk Nowitzki, Steve Nash, Jason Kidd, du beau monde quoi. Alors j'ai parlé de films cultes qui ont particulièrement marqué mon enfance, mais toi Fabien, t'en as bien? Oui, il est là, le film qui a marqué mon enfance. Attends, ça va parler de bagnole? Comment tu sais? Mais tu me connais si bien, putain.
Bon, on va parler de la coccinelle. Ouais. Ah oui. Et c'est pas juste un seul long métrage, hein, vous savez, la coccinelle. Il y a eu 6 films au total. Alors oui, je compte les 2 plus récents, hein, dont celui avec Lindsay Lohan, étonnamment, voilà. Mais disons que je pense que j'étais plus la cible à ce moment-là, au début des années 2000, mais quand même. Alors on va revenir aux originaux, hein. À savoir, donc il y a eu le premier qui était Un amour de coccinelle en 68, Le nouvel amour de la coccinelle en 1974, mon préféré, La coccinelle à Monte-Carlo en 77 et La coccinelle à Mexico en 80. Mais La coccinelle à Monte-Carlo, il me semble, c'est presque le plus culte en fait de tous. Oui, il est devenu, on va le voir, c'est vraiment celui qui a marqué tout le monde après. Pour celles et ceux, sûrement parmi les plus jeunes, hein, qui ne connaissent pas la franchise, voici l'histoire. Donc Choupette, ou Herbie en anglais, est une Volkswagen coccinelle qui a la particularité d'être dotée d'intelligence et de conscience. Bon, c'est une Tesla quoi. Mais non, car son petit plus, c'est qu'elle a aussi des sentiments et ne se laisse pas conduire par n'importe qui, contrairement à une vulgaire Tesla. Exactement. Sa route croise celle de Jim Douglas, pilote automobile sur le déclin, qui va pouvoir compter sur sa nouvelle amie à 4 roues pour redorer son palmarès. Alors, un premier volet de Robert Stevenson, hein, avec Dean Jones, donc en pilote sur le retour, qui sera un énorme succès au box-office. Et c'est aussi un bel hommage à Walt Disney, dont ce sera le dernier film qu'il a approuvé avant sa disparition. D'accord. Voilà. Et succès mérité, hein. Alors, tant par le choix de la voiture, avec sa bouille très expressive, hein, qui permet un anthropomorphisme réussi, et oui, je l'ai placé, mais aussi par son scénario, hein, qui est à la fois loufoque, qui est quand même cohérent, et des fois même sombre, hein, parce que bon, on se rappelle que la voiture essaie de mettre fin à ses jours, il y a un moment. Oui. Avec des bons gags, et pour ce qui nous concerne, des scènes de sport, oui. Car oui, il y a des courses dans ce premier opus, et on verra que ça a son importance pour la suite. Les chiffres du box-office, ils vont forcément pousser Disney à lancer une suite en 1974, hein, comme d'hab avec les suites. Voilà. Surtout Disney, quoi. Oui, toujours avec le même réalisateur, mais sans Dean Jones, et donc, hélas, sans course automobile. Un sacrilège, quoi, en gros. Le nouvel amour de la coccinelle n'est pas un mauvais film en soi, hein, mais il n'a rien à voir avec le premier, sauf la présence de Choupette, qui cette fois défendra la maison d'une vieille dame face à l'appétit d'un promoteur immobilier, sans la moindre petite course à se mettre sous la dent, quoi. Et alors, autant dire que. Plus sur le film de sport, là, du coup. Et puis autant dire que moi, à 10 ans, les désaccords sur le cadastre, c'était pas ce qui me passionnait le plus, quoi. Et le public de l'époque non plus, visiblement, puisque ça a été un échec. Alors, Disney, ils sont quand même pas bêtes. Ils se rendent compte qu'il y a cet échec, et ils vont retenter le coup 3 ans plus tard avec La coccinelle à Monte-Carlo. Et cette fois, qui va être dirigé par Vincent McEvity, et en réinjectant un peu de racing là-dedans. Et pas qu'un peu d'ailleurs, hein, puisque le génie du film, c'est qu'il se déroule lors d'un rallye entre Paris et Monte-Carlo. Ah, c'est pas le rallye de Monte-Carlo? Non, je pense qu'il devait y avoir un truc de droit, parce que souvent ça revient de Paris-Monte-Carlo. Voilà. Et alors, faut savoir que le format des rallyes à l'époque, c'était pas 3 fois 20 bornes et finito, quoi. Non. Un Paris-Monte-Carlo, c'était la course entre Paris et Monte-Carlo, quoi. D'une traite, quoi. Voilà. L'intégralité de ce 3e film, il se déroule donc dans une course, et c'est ça qui est bien, avec des cascades cultes, hein. On a Choupette qui roule sur le plafond du tunnel de Monaco, par exemple, on s'en rappelle tous. On aura aussi droit au premier changement de nom de Choupette en version française. D'accord. Puisqu'elle s'appelle cette fois Roméo. Ah oui, tu vas savoir pourquoi, voilà, ouais. La VF, à la base, dans les premiers films, ils avaient choisi un nom féminin parce que ça collait mieux au genre de la coccinelle en français, le nom la coccinelle, voilà. Mais du coup, dans La coccinelle à Monte-Carlo, lorsque celle-ci, elle tombe amoureuse d'une sublime Lancia Monte-Carlo, et Choupette, elle change de sexe, tu vois. Voilà, d'ailleurs, cette phrase, quand tu l'as redit, Choupette change de sexe. Et donc, Disney France, il rate l'occasion 40 ans avant les Oscarax de faire un film de voiture lesbienne, quoi, tu vois. Dommage parce que ça sortait l'Oscar, tu vois. Bon. Donc, gavé de sport auto, ce coccinelle est de loin mon préféré, hein, celui que j'adore revoir même aujourd'hui, quoi. Et c'est aussi le plus badgé Ciné Sporting Club de la série, clairement. N'ayant pas ultra fonctionné, car le second épisode avait laissé des traces dans l'esprit des spectateurs. C'était gavé, quoi. Ouais, voilà. La coccinelle à Mexico ne laissera à nouveau aucune place au sport. Donc, tu vois, ils font échec, re-échec, ils essayent de rectifier, ils refont une erreur, c'était tout le temps comme ça. Sauf si on considère la tauromachie comme un sport, parce que je crois qu'il y a une scène où elle est dans une arène. Ouais, exactement, oui. À Mexico, tu comprends, les clichés. Alors, on passe rapidement sur le téléfilm de Peyton Reed de 97 avec le double maléfique qui est peint en noir, hein, voilà. Alors, je connais pas celui-là, tu vois. Voilà, non, celui-là, il mérite pas, on va pas dire qu'il mérite d'être vu, mais bon, voilà. Bon. Mais voilà, il y a rien à dire trop sur lui, sauf son marketing sympa pour une voiture qui est dessinée par Ferdinand Porsche pour Hitler, hein, on s'en rappelle. Voilà.
Donc cet infâme Un nouveau départ pour la coccinelle tente un préquel pour expliquer les origines de la voiture sentimentale. Alors accroche-toi bien. Hein. Ouais. C'est un scientifique allemand qui travaille sur une voiture, disons, intelligente, et qui va être enlevé par les Américains pour qu'ils reproduisent leur expérience. D'accord. Mais en se penchant au-dessus du chaudron, c'est un ustensile que l'on retrouve dans chaque bon garage, il y a une photo de sa femme qui tombe dans la mixture, et ce qui expliquerait le caractère de Choupette. D'accord. Alors qui, je le rappelle, est un homme dans la version américaine, mais on ne sait pas si ça inclut l'amour, enfin ça donne de l'amour à la voiture, bon bref, voilà. Ouais. Donc, et puis enfin, La coccinelle revient, de 2005, par Angela Robinson, donc une femme cette fois, et qui est finalement pas si mal, avec la coccinelle au milieu des NASCAR qui m'avait arraché un petit sourire, et des cascades où on sent qu'entre-temps il y a eu Fast and Furious qui est sorti. C'est New Beetle ou c'est l'ancienne coccinelle? Non, c'est l'ancienne, il retrouve l'ancienne, voilà, il la restaure. Alors bon, le problème c'est que le Sénat il reprend exactement celui du premier film de 68, donc pas un grand intérêt si ce n'est s'adresser à un public plus actuel. Oui. Nos amis pilotes, ils aimeront le premier et le troisième, vous l'aurez compris, mais retiendront surtout que les victoires, c'est pas grâce à eux, mais grâce à la voiture. Ouais. Voilà. Et au fait, est-ce que tu savais d'où vient le numéro 53 de Choupette? Pas du tout. Eh ben, c'est le numéro d'un joueur de baseball de Los Angeles, Don Drysdale, et donc encore du sport. Bah oui. Les qualifications auront lieu aujourd'hui et demain. Les 16 meilleurs temps seront qualifiés pour le rallye Paris-Monte-Carlo. Comme vous avez pu le constater avec cet échantillon, le film de sport, c'est aussi une affaire d'enfant. Les films pour nos bambins n'ont rien à envier aux films plus sérieux pour public plus âgé, car ils reprennent bien souvent les mêmes codes de scénario, avec plus ou moins les mêmes messages derrière. Oui, mais paradoxalement, ils ont tendance à tourner davantage autour du sport lui-même, finalement. Et les enfants, ils aiment l'action autant que l'humour, et le film de sport pour enfants tente bien souvent de marier les deux. Ouais. Alors les scènes de sport sont donc souvent nombreuses, avec un regard plus ou moins naïf, évidemment, et il se veut évidemment plus formateur, notamment au niveau des valeurs véhiculées. On va effectivement mettre surtout l'accent sur l'esprit d'équipe, la confiance en soi, le fair play, etc. Ouais. D'ailleurs, ce côté formateur, il est indissociable du film de sport pour enfants, puisqu'avant la tendance aux influenceurs douteux d'Internet, le cinéma jouait très bien ce rôle et avait un réel impact sur la jeunesse et le sport. Il joue un rôle essentiel dans la popularisation d'un sport et même dans sa pratique, allant même jusqu'à gonfler le nombre de ses licenciés auprès du jeune public. Ça pour un début. Jimmy Grimble contre les gravissimes. Jimmy Grimble, dernier rempart de la défense. Jimmy Grimble, en train de se chier dessus. Arrive donc le moment de En tribune dans ton canal, le coup de cœur du Ciné Sporting Club. Quand on discute avec vous du projet du Ciné Sporting Club, il y a des films qui reviennent souvent parmi les références que tout le monde a et dont on nous parle. Et parmi eux, il y en a un qui se détache car à peu près tout le monde l'a vu ou au moins entendu parler, voilà. Pense, et il fait partie des premiers films que nous avons nous-mêmes cités dans notre épisode 1 à vos marques pré-action. Demande à quoi ça rime. 4 Jamaïcains bobsleigh sur les cimes. Ouais, oui, mon cochon. Et oui, vous aurez reconnu Rasta Rocket de John Turteltaub en 1994. Ouais. Du moins, on l'espère que vous avez reconnu. Ouais, j'espère. Vous le recommandez, c'est un peu bateau, puisque vous l'avez sûrement déjà vu. Mais qu'en est-il de vos enfants ? On va donc se charger de ce rôle de transmission aux futures générations. Oui, c'est une mission, monsieur. Parce que bon, on l'a tous bien poncé, celui-là, et c'est pourtant toujours aussi cool de se le remater. C'est clair. Et on vous fait pas l'affront de vous raconter cette comédie inspirée de l'histoire vraie de la participation au JO de 88 de Calgary de l'équipe de bobsleigh de Jamaïque. Donc pour les nuls en géo, c'est pas le pays le plus adapté à la discipline. On va surtout essayer de vous en apprendre un peu plus sur ce film tellement culte. Alors, librement adapté des événements réels, vous ne saviez peut-être pas que le film au début ne devait pas être une comédie. Oui. Ce qui aurait été dommage quand même. Ouais, en même temps, il y avait... Et ça aurait été intéressant, une idée pour les réalisateurs qui veulent faire un reboot. Et comme tu le disais tout à l'heure en parlant des petits champions, il faut savoir que ce film ne sort pas par hasard, puisqu'il s'agit d'une production Disney, et que chez Disney, rien n'est fait au hasard. Et non. Et en effet, petit retour en arrière, au JO de 88, l'équipe de hockey des États-Unis, très attendue, se fait sortir prématurément de la compétition. Résultat, grosse somme à rendre jaloux un Belge, grosse baisse d'audience pour la télé Yankee, et tout le monde aux États-Unis finit par se foutre royalement de ces JO chez le voisin canadien. Alors du coup, la TV américaine, elle cherche à sauver les meubles en couvrant l'histoire peu banale de ces bobbers jamaïcains. Cette histoire atypique devient un véritable buzz outre-Atlantique et tout le monde adore suivre cette équipe pour le moins exotique. Et face à cela, la production aux grandes oreilles a des dollars dans les yeux et se frotte les mains. Puisque ça a plu aux gens, on va en faire un film. Ah bah tiens, ouais.
Et côté casting, donc pour le rôle principal de Doris Bannock, le personnage principal, enfin l'un des 4 en tout cas, Disney parlait de Denzel Washington ou Eddie Murphy, qui finalement ont décliné, remplacés par une distribution moins bling-bling, et donc moins coûteuse, pour jouer nos bobbers. À noter d'ailleurs que la véritable équipe n'était pas composée de sprinters recalés aux sélections de leur discipline, mais des soldats de l'armée jamaïcaine. Ouais, c'est moins glam. Ouais, c'est pas pareil. Et le portrait humoristique de ces héros frileux et maladroits est également assez loin de la réalité, puisqu'il s'agissait en réalité surtout d'athlètes au contraire très sérieux et très entraînés. T'es en train de me dire que Sanka et son œuf, c'est un mythe ? Je suis désolé, mais oui. Tout s'est brisé. Et il s'agit malheureusement du dernier film de John Candy, qui joue brillamment le coach. Alors, en pleine rédemption, t'as remarqué ? On revient sur le film de rédemption, et puisqu'il mourra l'année suivante. Bon, tu casses un petit peu l'ambiance. Ouais, c'est clair. Mais bon, le film a eu en tout cas le mérite d'influencer le sport, puisqu'il a clairement popularisé le bobsleigh, jusqu'alors peu connu en dehors des pays pratiquant les sports d'hiver, quoi. D'ailleurs, depuis, l'équipe de Jamaïque reçoit un soutien international conséquent et recueille même des dons pour leur participation aux Jeux suivants. Il est même devenu un symbole national en Jamaïque, où le film est également très apprécié. Là où le film est fidèle, d'ailleurs, c'est dans le lien qu'il fait entre le pushcart, sorte de course de caisse à savon dans lesquelles Sanka, l'un des personnages, excelle, et le bobsleigh. Et en effet, l'idée d'envoyer des Jamaïcains dans cette discipline, elle est née dans les têtes de 2 entrepreneurs américains en séjour en Jamaïque pour promouvoir une course de pushcart. Ils ont fait le rapprochement avec le bob et ont fait le forcing pour que l'armée jamaïcaine leur fournisse des athlètes volontaires pour constituer une équipe. Les scènes d'entraînement dans la brousse sont également tirées de la réalité. Les Jamaïcains sont effectivement arrivés à Calgary sans expérience du froid et de la glace, car ils avaient suivi un entraînement sur des pistes en herbe ou en béton. Autre détail du film tiré de la réalité, l'équipe de Jamaïque n'a évidemment pas été prise au sérieux à l'époque, notamment pour le côté rudimentaire de leur équipement et leur entraînement atypique. Ils se sont vraiment fait prêter un bobsleigh sur place par d'autres équipes. Et ils ont peut-être même croisé Eddie the Eagle. Souvenez-vous, à l'histoire quasiment similaire, mais en saut à ski cette fois, à ces mêmes Jeux de Calgary 1988. C'est fou, ces jeux. Ces jeux, ils étaient géniaux, quoi. Alors, en gros, Rasta Rocket, on le conseille évidemment pour son hommage intemporel à un sport peu médiatisé, encore aujourd'hui, et à une équipe qui sort vraiment de l'ordinaire et qui a marqué l'histoire. On l'adore bien sûr pour son humour, ses répliques cultissimes, ses scènes de descente infernales, son rythme qui ne souffre d'aucune lenteur et de sa bande originale. I can see clearly now. Voilà. Mais là où il mérite encore plus de respect, c'est dans la trace qu'il laisse à l'olympisme, à ses valeurs et à l'influence qu'il a pour le cinéma et le sport encore aujourd'hui. Il faut savoir que la Jamaïque a envoyé aux derniers Jeux de Pékin d'hiver en 2022 des équipes de bob dans toutes les disciplines, enfin toutes les catégories, créant un véritable buzz sur Internet puisqu'on les comparait évidemment avec leurs aînés de 88. Et le Nigeria et le Ghana ont aussi depuis lancé des équipes de bob forcément inspirées par les Jamaïcains. Mais c'est surtout pour les souvenirs qu'ils gravent dans nos têtes, les gags qui font toujours mouche. C'est un film qui te fait redevenir enfant ou qui te donne envie de le rester. C'est clair. En tout cas, et pour ça, on lève nos verres. À la santé de l'homme en rouge. À la santé de l'homme en rouge. On vous a donné une bonne liste de films à regarder au show pendant les fêtes, donc on espère que vous allez en profiter, que vous allez passer justement de bonnes fêtes. Un bon boudin. Un bon boudin, et puis pour l'année prochaine, on commence déjà nos bonnes résolutions, et justement, la question de Romain. Voilà, pour nous aider dans nos bonnes résolutions pour l'année 2025, on va tout simplement vous demander, puisqu'on maintenant on en a quelques-uns, quel épisode du Ciné Sporting Club vous avez préféré ? On fait un petit bilan. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Pendant les fêtes, on va aussi continuer à poster des choses. Et puis, on se voit l'année prochaine. Oui, Alain Kevin. Alain Kevin. Allez, bye bye. Bye.